Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une capsule de crypto-crypteur. Aujourd'hui, on va essayer de faire un point sur un peu comment que la législation s'en va. C'est-tu bon pour XRP? C'est-tu bon pour Ripple? C'est-tu bon pour toutes les cryptos dans le fond? C'est-tu all the money? On va checker ça. Et traite là. Bon, ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien en ce lundi, début de semaine. Pardonnez-moi mes cernes, j'ai eu un petit peu de misère à dormir cette nuit, mais c'est pas grave. J'avais lundi de congé, je voulais faire une vidéo. D'ailleurs, je voulais en faire plus qu'une. Mais bon, on va commencer par en faire une, pour voir comment ça va les autres. Aujourd'hui, je voulais aller au travers de tout ce qui se passe, parce que, je sais pas si vous le sentez, là, mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, point de vue réglementation aux États-Unis, réglementation en Europe. Là, aujourd'hui, je ne toucherai pas l'Europe, malgré qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe. On va essayer de garder ça américain. Ripple, c'est une compagnie américaine. Les Chinois s'en viennent avec leur yuan digital. Le monde dit les Américains sont pas prêts. Nanana. Moi, j'ai un sérieux doute. Je pense qu'ils sont plus prêts qu'on croit. Ça, c'est clair. Brian Brooks fait avancer à grands pas la législation avec les élections qui s'en viennent en novembre, le corona, tout ça. Tout ça se mélange ensemble. On a compris, je pense que vous avez tous compris, que le coronavirus fait avancer les choses à la vitesse grand V. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? J'en doute quelque peu. Je pense quand même qu'ils étaient très préparés. Puis je pense que là, la crise leur permet d'encore emboîter le pas plus rapidement. Donc, le XRP aujourd'hui est à 24,46. Rien de nouveau et de spécial là-dessus. Donc, je vais aller sur ma scène full screen normale. Scène, je veux dire, principale normale. Pour continuer de vous parler. Et je vais sortir quand même mon petit pense-bête parce que j'ai fait un pense-bête pour cette vidéo-là. Il y a beaucoup de choses à couvrir. Il y a beaucoup de... Ça bouge. Puis là, je pense que je touche même pas à tout ce qui a été dit dernièrement. Vous devez certainement le savoir. Sur les forums, sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui amènent la nouvelle, des très bonnes nouvelles. Donc, vous êtes quand même un peu au courant. Là, moi, ce que j'avais le goût de faire... Depuis une semaine, puis là, une bonne chose que j'avais pas fait ça depuis une semaine, parce que il y a encore plus d'affaires qui arrivent depuis ce temps-là. Donc, ce que je pensais faire, c'était comme peut-être une vidéo qui fait un petit peu un récapitulatif de qu'est-ce qui se passe. Difficile à suivre, en tout cas pour moi, je trouve que c'est quand même assez difficile à suivre, puis pourtant, je suis tout le temps plongé dans les nouvelles, je suis tout le temps en train d'écouter des vidéos de partout, j'essaie de me renseigner le mieux possible. Puis même si je me renseigne, et d'ailleurs, vous avez probablement vu mon petit intro nouveau, je peux me tromper. OK? Je voulais faire une vidéo sur Link. Je l'ai dessus d'ailleurs. Je vais vous le montrer vite là. Faites attention à Link. Il y a des renseignements qui me sont parvenus dernièrement. Faites attention à Link. Il y a un super bon article qui est sorti. C'est-tu lui? C'est ici. Je vais vous le mettre en description, celui-là aussi. Ça nous vient de Zeus Capital, qui parle de la fraude Chainlink. Je suis en train de le traduire en même temps que je vous parle. Je vais vous l'amener à l'écran. Je vais vous mettre le lien dans la description. Allez lire ça. Zeus Capital, qui se trouve à être une compagnie qui justement vérifie. J'ai checké vite. Une société de gestion d'actifs axée sur les investissements alternatifs, l'inefficacité des infrastructures de marché et les opportunités liées aux événements. Dans le fond, ils vérifient un peu tout ce qui se passe au niveau investissement. Ils ont aussi l'air d'être beaucoup dans la crypto. Et ils ont fait un gros rapport sur Chainlink qui a été publié le 11 septembre 2020. Allez voir ça. Je vais vous laisser le lien dans la description. C'est très intéressant. Beaucoup de liens d'articles. J'avais vu des choses passer justement avant
V'là quoi, 2 mois là-dessus. J'avais aussi vu des debunks de ces articles-là. Ils sont revenus avec un nouvel article. Allez prendre le temps de lire parce que je sais que j'ai déjà parlé de Chainlink. Il est très bien fait aussi Chainlink depuis que j'en parle. Moi, j'ai commencé à en parler. On était dans les alentours du 3$, 30$, 4$. Il a monté jusqu'à 19$. J'en ai parlé. Comme je dis, des fois, j'amène des choses qui sont pas nécessairement bonnes. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de vérifier ses affaires, de contre-vérifier. Si vous avez un doute sur une chose que je dis, allez vérifier par vous-même. N'hésitez surtout pas. Puis au pire, faites-moi en part que je puisse un peu rectifier le tir de mon côté aussi. Je pense que c'est assez important. Là, avec le travail qui a recommencé, la copine aussi qui a recommencé à travailler, les enfants, j'ai travaillé sur la maison beaucoup dernièrement parce que c'est un de mes plus gros investissements, c'est ma maison. Ma maison, c'est un environnement de bonheur. Ma maison est paisible, je l'aime, je l'adore. Il faut que je ramène un peu d'amour à ma maison. Je pense comme ça, je suis un petit peu bizarre de même pour certains. D'autres vont très bien comprendre ce que je veux dire. Mais je donne de l'amour à ma maison parce qu'elle m'en donne beaucoup, je trouve. Fait que c'est sûr que de ce temps-ci, je suis moins présent. L'hiver va arriver, je vais être plus en dedans, je vais moins travailler sur la maison certainement, plus au niveau du ménage. Anyway. Donc, j'ai pas toujours le temps de faire des recherches approfondies au scalpel. Ça se peut que je ramène des faits qui sont pas tout à fait bons, mais tu sais, c'est sûr que quand j'en ai commencé à parler, vous avez investi aujourd'hui, il est à 10$, vous n'êtes pas en train de perdre de l'argent. Mais courez pas après des chandelles vertes, bien sûr. Et bien sûr, si vous doutez de quelque chose, ou vous voyez quelque chose qui passe, qui vous permet de douter de quelque chose, allez vérifier. Faites vos propres recherches. On est une grande famille. Il y a beaucoup de gens que je pense qui mériteraient d'avoir un channel YouTube et qui feraient des très très bons vidéos. Nos propres petits pros. Écoutez, il y en a pour tous les goûts. Puis comme je dis, si vous doutez, n'hésitez pas. Allez chercher. Je peux pas avoir la science infuse. Moi, j'essaie de faire de mon mieux pour amener l'information. Pour les nouveaux qui arrivent aussi, j'essaie de faire de mon mieux. C'est ça mon but. C'est certainement pas pour l'argent que je fais ça parce que je pense qu'il y a bien meilleure manière que je puisse faire de l'argent qu'un channel YouTube. C'est vraiment pour vraiment vous amener le mieux possible la nouvelle, le mieux expliqué possible. Puis vos interventions sont toujours le bienvenu. N'hésitez surtout pas de faire part de quelque chose qui sème un doute dans votre tête ou que vous avez vu passer et qui serait bon de peut-être avertir la communauté parce qu'on tripe tout sur XRP. J'ai pas lâché XRP. On s'entend, là. J'ai pas lâché XRP. C'est pas nécessairement le coin présentement qui fait le plus en termes de rendement. Mais à long terme, je pense qu'on est positionné dans un des meilleurs, si c'est pas le meilleur. Et cette vidéo-là va amener vers ça. Mais en même temps, on va certainement couvrir un large spectre avec cette vidéo-là aussi. Mais quelle est la compagnie qui fait le plus d'interventions au niveau des gouvernements, qui demande le plus de réglementation, qui ne se sont jamais cachés de travailler avec les banques, les gouvernements? C'est Ripple, qui ont créé le XRP, qui d'ailleurs viennent de mettre leur... comment qu'ils l'appellent? XRP Ledger Foundation, chose dans le genre, XRP Foundation, qui leur permet encore plus de se séparer d'XRP, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, parce que là, aux yeux des grandes institutions, XRP se détache de plus en plus, Ripple se détache de plus en plus d'XRP, et c'est bon de ne pas avoir un monopole. Ils sont en deçà de 50% des XRP, et je pense que ça va continuer à descendre au fur et à mesure que les années vont avancer et les choses vont se mettre en place. Donc, ceci est une vidéo pour essayer de faire des rapports un peu avec la réglementation et XRP on the side. Il y a beaucoup de bonnes vidéos que j'ai vu circuler par rapport à ça. Je sais que j'en ai vu une couple de Bearable Bull. This is the Bearable Bull here. J'ai vu aussi une vidéo qui nous vient de Brad Kimes. J'aime beaucoup Brad Kimes parce qu'il va très en profondeur. Il y a des très bonnes personnes alentour de lui aussi qui vont creuser profondément dans les documents. Je pense que c'est une bonne source, à mon avis, d'information. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas
Vous avez le droit, c'est votre opinion. Je suis pas là pour vous convaincre quoi que ce soit. Mais à chaque fois que j'écoute Brad Kimes, pour moi, c'est une source de renseignement quand même assez fiable. Parce qu'il va beaucoup dans les détails. Fait que je me suis beaucoup basé sur une de ses vidéos qui justement faisait le tour un peu de la réglementation, surtout de les dernières semaines. Et je l'ai faite pour vous l'amener en français. Parce que je trouvais qu'elle faisait des bons liens ensemble. Puis il y a probablement une autre vidéo de Bearable Bowl que je vais refaire aussi. Parce que un moment donné, ces gens-là, ils sont tellement à tous les jours dedans ça qu'ils ont vraiment, comment je pourrais dire, l'esprit aiguisé sur qu'est-ce qui se passe. Moi, en voyant ce qui se passe dernièrement dans la réglementation, tout se pitch en même temps. Les Européens, les Japonais, les Américains, les Canadiens, le Brésil, l'Australie, toutes sortent une réglementation alentour de la crypto pour différents sujets. On a parlé beaucoup de stablecoin dernièrement, toutes ces affaires-là. Et je vais vous montrer à la fin une photo qui illustre un peu XRP dans son ensemble, je crois. C'est une très belle illustration. Ça nous vient de Brad Kimes, encore une fois. Écoutez jusqu'à la fin. Je pense que ça va vraiment, vraiment, vraiment valoir la peine de faire ça. Pour commencer, Valve 5 Links sur Twitter a mis ce tweet. Parmi les gros titres de cette semaine figurait l'annonce de la FIS et la Chambre de compensation qui s'associent pour offrir des paiements instantanés aux petites banques et aux coopératives de crédit. Donc ici, on a quand même mis l'emphase dans ces documents-là sur les petites moyennes banques et les coopératives de crédit. Si vous venez du Québec, techniquement, Desjardins est un credit union. Un des plus gros en Amérique du Nord, d'ailleurs. Je sais que de ce temps-ci, il a pris une claque, par exemple. Là, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais il y a des gens qui sont partis de chez Desjardins. Donc, il nous fait un lien ici sur cet article-là ici. Cette semaine, dans les paiements, l'événement matériel d'Amazon, les collaborations banque, fintech et les PME qui accélèrent le démarrage. Donc, je ne vous lirai pas tout l'article, mais surtout cette petite phrase-là ici. Parmi les gros titres cette semaine a été l'annonce de la FIS et le centre d'échange qui se trouve à être, déjà en anglais, The Clearing House, qui sont en partenariat pour apporter des paiements instantanés aux petites banques et aux coopératives de crédit. Y avait-tu d'autres choses? Non, c'était pas mal juste cette ligne-là ici, en tant que telle, qui est intéressante dans cet article-là. Donc, il faudrait décrire quand même qu'est-ce que le FIS pour ceux qui ne le savent pas. Le FIS, c'est où que je l'avais mis? Le FIS, pourquoi la Greg Volcker qui est ici? C'est ça ici. Donc, c'est un article qui nous vient de Ripple, qui a été écrit en le 18 août 2015. Fintech Roundup, la FIS achète SunGard, Greenspan déclare Shelf Dodd-Frank. Ce qui est important ici, c'est un peu la définition qu'ils vont nous donner ici. Je vais vous la lire. Fidelity National Information, qui se trouve à être la FIS, a acheté la multinationale de logiciels financiers SunGard pour 5,1 milliards de dollars en espèces et en actions. Là, j'ai surligné en rouge ici. FIS se décrit comme le plus grand fournisseur mondial de technologies de paiement et bancaire. L'acquisition de SunGard crée une société qui devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 9,2 milliards de dollars. L'ancien président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, a fait valoir que l'économie bénéficiera davantage d'exigences de réserve de capital plus élevées que de réglementation visant à contrôler les portefeuilles de prêts et de titres de banque. Il a recommandé de mettre de côté la loi Dodd-Frank pour freiner la récente baisse de la liquidité du marché. Donc, on parle ici de liquidité en d'autres termes. Donc, l'économie bénéficiera davantage d'exigences de réserve de capital plus élevées que de réglementations visant à contrôler les portefeuilles de prêts et des titres de banque.
Donc, je reviens aussi à mon petit pense-bête et on va aller décrire qu'est-ce que c'est The Clearing House. Je vais le remettre en français. Donc, le réseau RTP, le nouveau système de paiement en temps réel pour toutes les institutions financières. Le réseau RTP de The Clearing House est une plateforme de paiement en temps réel que toutes les institutions bancaires américaines utilisent pour l'innovation des paiements. OK? Donc, après ça, on a un autre article ici qui nous date du 24 septembre 2020. Le partenaire Ripple FIS s'associe à la Chambre de compensation pour configurer des paiements rapides pour les banques américaines. Ah! C'est intéressant. Donc, on a parlé ici du FIS, on a parlé du Clearing House. Les deux s'associent avec... FIS, qui est associé avec Ripple, s'associe avec la Chambre de compensation de Clearing House. Business Wire a rapporté que le partenaire de Ripple, FIS, a signé un accord avec The Clearing House pour offrir un système de paiement en temps réel aux petites et moyennes banques et institutions financières américaines. Alors qu'on revient ici dans l'article, parmi les gros titres cette semaine, l'annonce de la FIS et le centre d'échange sont en partenariat pour apporter des paiements instantanés aux petites banques et les coopératives de crédit. Je continue mon petit pense-bête ici. Parfait. Là, après ça, ici, on arrive à ce document qui est... attendez, je pense qu'il est justement... Je crois que c'est le document qui est cité... Il me semble qu'il était cité dans un des articles, justement, que je vous ai parti. Non, c'est la règle de Volcker. On va parler de la règle de Volcker ici. Donc, ici, c'est un document qui nous vient du Bureau of Customer Financial Protection. Le titre, c'est Remittance Transfer Under Electronic Fund Transfer Act. Donc, transfert de fonds en vertu de la loi sur les transferts électroniques de fonds, que j'ai fait en traduction. On arrive à la page 40, ici, qui nous dit « Le Bureau a continué de surveiller les marchés de transfert de fonds depuis la publication du rapport d'évaluation et observe que la plupart des développements continuent de progresser. Les exemples incluent 1. La croissance continue et l'expansion de la fonctionnalité de la société pour l'innovation mondiale en matière de paiement de Worldwide Interbank Financial Telecommunication, entre parenthèses, SWIFT. JPI, produit de suivi qui peut augmenter la quantité d'informations initiales disponibles pour les établissements d'envoi et l'expansion de la capacité des principaux réseaux de cartes de paiement transfrontalier. Là, il y a un petit problème avec la traduction. Donc, en anglais ici, which can increase the amount of upfront information available to sending institution and the expansion of the major payment card network capacity to support cross-border payment. Donc, l'expansion des paiements par carte pour supporter le cross-border payment. Et ici, sans même aller sortir un article, je crois beaucoup, c'est Visa qui a une espèce de patent pour faire revenir l'argent américain. J'ai toujours pas compris, mais c'est à ça que je pense. La croissance continue des transferts de fonds non bancaires, fintech, paiement, fintech, fournisseurs et leur expansion dans les partenariats et autres relations avec les banques et les coopératives de crédit. On reparle encore des coopératives de crédit ici, qui permettent à ces entités de puiser dans les systèmes de paiement en réseau fermé. Les fournisseurs de transfert de fonds non bancaires se sont développés. La croissance continue et élargir les partenariats d'entreprises de monnaie virtuelle telles que Ripple, qui offre à la fois une plateforme de messagerie de paiement pour prendre en charge les transferts d'argent transfrontaliers, ainsi qu'une devise, c'est bien dit devise ici, XRP, qui peut être utilisée pour effectuer le règlement de ces transferts.
Donc, je vais vous le lire en anglais pour être sûr que pour ceux qui parlent anglais comprennent bien ici ce qui est expliqué. The continued growth of fintech non-bank remittance transfer providers and their further expansion into partnership and other relationship with banks and credit unions, which allow such entities to tap into the closed network payment system that non-bank remittance transfer providers have developed, and the continued growth and expanding partnership of virtual currency companies such as Ripple, which offer both a payment messaging platform to support cross-border money transfer as well as a virtual currency XRP, which can be used to effect settlement of those transfers. Donc, si j'essaie de faire moi-même la traduction, peut-être qu'il serait peut-être plus clair. Suite à l'expansion des fintech dans les transferts intercontinents et leur expansion avec des partnerships et les autres relations avec les banques et les credit unions which allow, qu'est-ce qu'ils disent ici, qui offre à la fois une plateforme de messagerie de paiement pour prendre en charge les transferts d'argent transfrontalier ainsi qu'une devise XRP qui peut être utilisée pour effectuer le règlement de ces transferts. Bien sûr, je vais vous mettre les liens si vous voulez aller creuser un petit peu plus. Donc, ici, on est sur le OCC.gov. Donc, l'office de Comptroller Brian Brooks, en d'autres termes, celui-là qui vient de Coinbase, qui était en charge de tout le côté légal de Coinbase, qui est un peu le bras droit de Steven Mnuchin, qui était la trésorerie. Donc, les banques à charte fédérale et les thrift peuvent fournir des services de garde pour les actifs cryptographiques. Donc, ici, on parle de services de garde pour les banques fédérales, à charte fédérale. Dans la lettre publiée aujourd'hui, l'OCC conclut que la fourniture de services de conservation de crypto-monnaies, y compris la détention de clés cryptographiques uniques associées à la crypto-monnaie, est une forme moderne des activités bancaires traditionnelles liées aux services de garde. Les services de garde cryptographiques peuvent aller au-delà de la détention passive de clés. Très intéressant. Ça nous date... c'était quand que ça a été fait, ça? Là, c'est sûr qu'avec la traduction, je perds beaucoup si je ferme ça. Ça a été fait le 22 juillet 2020. Office of the Comptroller of the Currency. C'était ça que je voulais dire tantôt. Les banques à charte fédérale, dans une autre lettre, les banques à charte fédérale et les thrift peuvent s'engager dans certaines activités de stablecoin. Très important. On a aussi des belles nouvelles du côté de l'Europe sur ce côté-là. Le Bureau du contrôleur de la monnaie, OCC, a publié aujourd'hui une lettre clarifiant le pouvoir des banques nationales et des associations fédérales d'épargne de détenir des réserves au nom des clients qui émettent certaines pièces stables. Donc, on peut penser à USDT, on peut penser à USDC, à PAX. On peut penser aussi à USDX, qui est un peu le stablecoin. D'ailleurs, j'aurais dû le sortir. Je vais vous le sortir. Il y a eu des nouvelles. Pendant que je pense, c'est un peu freestyle. Il y a eu des nouvelles cette semaine. USDX, XRP, peut-être que ça va me sortir des meilleurs articles si je mets un filtre. Past week. 4 heures, ben attends. Non, c'est pas ça. J'essaie de trouver un USDX. Serait-tu quelque chose ici? Parce que USDX serait
dans le fond, une forme de stablecoin pour le XRP. J'aurais dû sortir un article un petit peu plus à l'avance. C'était ça USDX ou XUSD? Écoutez, là, je suis en freestyle, là, excusez-moi. Parce que même ça me vient à l'idée. Attendez, là. Ouais, je pense que j'ai quelque chose de pas mauvais ici. Non, c'est pas ça encore. Je pense que j'ai peut-être quelque chose d'intéressant ici, justement. Ouais, je me dis, on fait un petit peu... Les analystes de Prime XBT disent que XRP est celui à surveiller fin 2020-2021 car les graphiques de prévision, nanana, ok, c'est pas ça. Non, ça n'a pas rapport, ça. Ah, ben peut-être que là, on a un article qui a du sens. Classification OCC. Ripple et XRP stablecoin. Pas mauvais pour XRP si XRP est stable à 50$ par exemple. Voilà. Il va falloir que je monte ça au montage. Bon, ok. On va laisser faire. Donc, on revient ici. Ici. Ok. Là, c'est ici. Donc, pour continuer, l'impact de la règle Volcker sur la tenue des marchés. La règle Volcker, qui est entrée en vigueur la semaine dernière après des années de retard, et ici on parle du 30 juillet 2015, ok, l'article, on retourne dans le temps. La règle de Volcker, qui est entrée en vigueur la semaine dernière après des années de retard, est conçue pour empêcher les banques de participer dans le commerce spéculatif. C'est plus difficile de mettre en œuvre qu'il n'y paraît, d'où les retards, comme explique The Economist. Le but de la règle est d'empêcher les banques et leurs filières mondiales, avec le soutien implicite du gouvernement américain, de se livrer à la spéculation et de s'enliser dans les conflits d'intérêts. En réalité, distinguer ces activités des opérations financières plus avantageuses s'est avéré intimidant. Il est impossible pour les banques de savoir si elles respectent totalement la règle, car il reste tellement de questions d'interprétation, déclare Gabriel Rosenberg de Davis Polk and Ward Well, un cabinet d'avocats. Dans le cas des grandes banques, l'exception la plus notable à la règle est naturellement la tenue de marché qui s'accompagne intrinsèquement de multitudes de zones grises complexes. The Economist poursuit. Les banques ont créé des systèmes de conformité conçus pour garantir que chaque transaction répond à la norme Volcker. Cela n'a pas été facile. Chaque fois qu'une banque achète ou vend un titre, elle participe en fait à une transaction pour compte propre. C'est également vrai, par exemple, lorsqu'elle étend ses avoirs en devise en prévision de la demande. Les examinateurs bancaires devront non seulement juger les actifs et les passifs, mais aussi les intentions. Certaines banques étrangères, jugeant qu'elles n'ont tout simplement pas le poids politique pour naviguer dans un environnement réglementaire aussi complexe, ont réduit leur opération américaine pour le plus grand plaisir de leurs concurrents américains. Donc ici, on nous explique que la règle de Volcker n'est pas une règle qui permet aux banques de rentrer dans une start-up, en d'autres termes, aussi facilement, parce qu'il y aurait trop de manipulation de marché. Et que les plus petits joueurs avaient beaucoup de la misère à suivre ces règles-là. Et comme je vous ai montré depuis le début de la vidéo, on parle aussi des petites banques et des credit unions.
En tant que tel, les coûts de conformité ont grimpé en flèche en prévision de la règle Volcker. L'OCC estime que les 7 plus grandes banques de marché ont dépensé collectivement plus de 400 millions de dollars au cours de la seule année écoulée pour se mettre en conformité, bien que le coût total des nouvelles règles ne soit finalement pas quantifiable. L'un des résultats, cependant, est l'impact de la règle Volcker sur le paysage du market making. Pour les grandes banques, la création de marché pour des raisons de tenue de marché deviendra de moins en moins attrayante à raison des coûts de mise en conformité. De nombreuses banques réduisent déjà leurs services en dehors des activités de trading qui sont spécifiquement liées aux besoins des clients. Cela constitue également un obstacle pour les petites banques qui auraient autrement été intéressées à se lancer dans l'entreprise. On l'explique ici. Peut-être plus important encore, les teneurs de marché non bancaires deviennent désormais plus compétitifs puisqu'ils ne sont pas obligés de faire face à la règle Volcker. Ceci, bien sûr, suit la tendance à long terme plus large du dégroupage lent mais régulier des services bancaires traditionnels par des parvenus plus agiles. Donc, on va passer à un article aussi de Volcker, encore une fois, qui est une nouvelle norme bancaire qui a été aussi instaurée. On a un petit peu moins parlé, mais elle est là et elle est quand même assez importante. Les régulateurs fédéraux viennent d'assouplir la règle Volcker. On en avait entendu parler l'année passée. Voici pourquoi c'est bon pour les banques. Et cet article-là date du 27 juin 2020. Okay? L'assouplissement des réglementations libérera davantage de capitaux. Je répète, l'assouplissement des réglementations libérera davantage de capitaux et permettra aux banques d'investir dans du capital risque et d'autres fonds. Déjà là, on est quoi présentement depuis 2019? Parce que le coronavirus n'a pas aidé, mais on ne se cachera pas que la crise date de septembre. La crise économique est partie en septembre. C'est là que la Réserve fédérale s'est mise à imprimer beaucoup de dollars parce que les banques ne se faisaient plus confiance. Donc, on a une crise de capital. On n'a plus de liquidité. La règle Volcker va assouplir et libérer des liquidités. C'est ce que j'en comprends. Les régulateurs bancaires fédéraux assouplissent les dispositions de la règle Volcker. Un élément clé de la loi Dodd-Frank, qui réglementait beaucoup plus les banques en suivant le rôle que l'industrie a joué dans le déclenchement de la Grande Récession. On pense à l'autre article de 2015 que je viens de vous lire sur les sites de Ripple. La règle Volcker empêche les banques de participer à des transactions pour compte propre, c'est-à-dire d'investir leurs propres fonds au lieu des actifs des clients dans des actions, des produits dérivés, des options ou d'autres instruments financiers. La règle Volcker interdit également généralement aux banques de prendre une participation dans un fonds couvert, tel qu'un hedge fund ou une société de capital investissement. Les banques ayant moins de 10 milliards de dollars d'actifs ont été exclues de la règle Volcker l'année dernière, de sorte que les nouvelles de cette semaine ont été une grande victoire pour les grandes actions bancaires qui ont bondi après les nouvelles. La nouvelle règle Volcker entrera en vigueur le 1er octobre selon le Bureau américain du contrôleur de la monnaie. Examinons de plus près les changements et pourquoi cela aide les actions bancaires. Encore une fois, on a l'OCC qui est arrivé et qui a changé beaucoup de choses. Et encore une fois, je vous le répète, c'est Brian Brooks qui nous vient de Coinbase. Les changements spécifiques. Alors que la définition du fonds couvert visait à empêcher les banques d'être trop liées à un fonds spéculatif ou à un fonds de capital investissement, elle a également empêché les banques d'investir dans d'autres types de fonds. Pourquoi c'est bon pour les banques? L'assouplissement des exigences de marge devrait libérer 40 milliards de dollars de capital dans les banques. Contrairement à la plupart des entreprises, les banques doivent détenir des fonds propres réglementaires pour se prémunir contre les pertes sur prêts imprévus. Mais ce capital est immobile, ne générant aucune sorte de rendement. Ainsi, chaque fois que du capital est libéré, on s'attend généralement à ce que les banques augmentent leurs bénéfices, car elles peuvent déployer ce capital dans des prêts ou des titres ou
dans un autre mécanisme susceptible de générer des rendements. La possibilité d'investir dans les sociétés de capital risque est une autre façon dont les banques peuvent, espérons-le, diversifier leur flux de revenus sans prendre trop de risques. Les sociétés de capital risque investissent souvent dans des start-up et des petites entreprises qui sont généralement trop tôt ou trop risquées pour que les banques accordent directement des crédits. Mais en investissant dans des sociétés de capital risque qui investissent dans des start-up, les banques peuvent désormais accorder indirectement des crédits aux start-up, ce que les régulateurs considèrent comme positif pour l'économie et en récolter les bénéfices qui peuvent être très attractifs quand une start-up réussit. Les marchés privés sont également un autre moyen de couvrir le risque, à condition que les banques ne s'impliquent pas trop. Donc, en gros, la crypto, c'est plein de start-up. Quelle est la start-up la plus grosse, quasiment jamais vue? C'est pas jamais vu, c'est Ripple. Il y a une banque aussi, la Bank of America, que là, je pourrais pas vous expliquer, mais qui est directement associée avec Ripple. Est-ce que la Bank of America va pouvoir libérer du capital et investir? Je ne sais pas. Mais peu importe. En général, pour la crypto, c'est excellent aussi. Faut pas oublier. Bon, mon petit pense-bête. Donc, à quelque part aussi, ça va pouvoir permettre aux banques d'embarquer beaucoup plus dans la 4e révolution industrielle. Ici, je pense à l'Internet of Things et l'Internet of Value. Parce que je pense que c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Je pense que les gens oublient, sauf pas l'entour de nous. Le cercle de XRP, la famille, on comprend quand même beaucoup qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment. Je pense que le petit peuple ne comprend pas, ou peut-être aussi des gens dans l'XRP ne comprennent pas. Pour moi, mon opinion personnelle, c'est qu'on est en train de développer l'Internet des choses et l'Internet de la valeur. C'est ça qui est en train de se faire. Je pense que la meilleure manière de partir un nouveau système, c'est d'écraser l'ancien pour que le nouveau puisse partir. C'est ce que je pense. C'est mon opinion. Ça ne veut pas dire que c'est ça la vérité. Mais à voir ce qui se passe avec le coronavirus et ce besoin si fort de nous remettre en reconfinement, à nous dire qu'il y a un vaccin, de nous empêcher de partir, comme aussi au Québec, là, le gouvernement nous demande 28 jours sans voir personne. C'est ça, là. Puis de cette semaine, on passe au rouge à Montréal. Je pense à Québec aussi, dans la ville de Québec. Pourquoi? Il n'y a presque pas de morts. Ce que j'ai entendu comme statistique aujourd'hui, les hôpitaux, les urgences, les hôpitaux sont 2 fois plus. Il y a 2 fois plus de cas que la semaine dernière. Donc, on est en rouge. Mais qu'est-ce que 2 fois plus de cas? Parce que s'il y avait un cas, puis on passe à 2, je peux dire qu'il y a 2 fois plus de cas. Je peux faire parler les chiffres à mon avantage. Anyway, je sors du sujet, je reste dans le sujet. J'ai l'impression qu'on est en train de tout simplement installer l'Internet des valeurs puis l'Internet of Value. C'est pas plus compliqué que ça. On continue. La prochaine devient très intéressante. Elle nous vient de la SEC. OK? Qu'est-ce que la SEC déjà? Je me souviens plus par cœur de qu'est-ce que la SEC. Security quelque chose Exchange Commission. Security Exchange Commission, me semble. Securities and Exchange Commission. Et voilà. La SEC. OK, c'est ça qu'a fait la SEC. Si je vous donne la définition, vu que je suis sur la page. La SEC protège les investisseurs sur les marchés de titres municipaux de 3,8 000 milliards de dollars. Je pensais ça, billions, sur lesquels les villes et les villages comptent pour fournir des écoles de quartier, des bibliothèques, des hôpitaux, des locaux. Dans le fond, elle fait dans la sécurité. On va regarder ça simple. OK? La SEC, ça nous date du 26 septembre 2020, donc il y a 2 jours. La SEC publie une lettre de non-action en réponse aux questions sur les titres d'actifs numériques. Une lettre du 25 septembre de la Security and Exchange Commission
a ouvert la voie à des moyens supplémentaires d'utiliser des systèmes de négociation alternatifs pour faciliter le commerce de titres d'actifs numériques. Je vais vous lire l'article au complet. La lettre de non-action, rédigée par la Division des marchés et du trading de la SEC et adressée au vice-président de la surveillance des risques et de la réglementation opérationnelle de la FINRA, Chris Daly, se concentre sur une approche spécifique de la gestion des transactions sur un ATS. Qu'est-ce qu'un ATS? Le système de négociation alternatif est un terme de réglementaire américain et canadien désignant une plateforme de négociation hors bourse qui met en relation les acheteurs et les vendeurs pour trouver des contreparties pour les transactions. Les systèmes de négociation alternatifs sont généralement réglementés comme des courtiers plutôt que des bourses, bien qu'un système de négociation alternatif puisse s'appliquer pour être réglementé comme une bourse de valeur qu'ils mettent entre parenthèses. En général, à des fins réglementaires, un système de négociation alternatif est une organisation ou un système qui fournit ou maintient une place de marché ou des installations pour réussir à réunir les acheteurs et les vendeurs de titres, mais ne fixe pas les règles pour les souscripteurs, entre parenthèses, autres que les règles de conduite des souscripteurs de trading sur le système. Un ATS doit être approuvé par la Security and Exchange Commission des États-Unis et constitue une alternative à une bourse traditionnelle. Le terme équivalent dans la législation européenne est un mécanisme multilatéral de négociation, MTF. Ces lieux jouent un rôle important sur les marchés publics pour permettre d'autres moyens d'accéder à les liquidités. On parle encore de liquidités. Ils peuvent être utilisés pour échanger de gros blocs d'actions en dehors de l'échange normal, une pratique qui pourrait autrement biaiser le prix du marché dans une direction particulière, en fonction de la capitalisation boursière et du volume de transactions d'un titre. Les ATS sont généralement électroniques, mais ne doivent pas l'être. Les ATS peuvent être distingués sur des réseaux de communication électronique ECN, qui sont un sous-ensemble entièrement électronique d'ATS qui correspond automatiquement et anonymement aux commandes. Donc, je continue ici la lettre. Se concentre sur une approche spécifique de la gestion des transactions sur un ATS, à savoir un soi-disant 3 approches par étape que certains courtiers ont demandé l'autorisation d'utiliser. Les origines de la lettre remontent à une déclaration du 8 juillet 2019 de la SEC, au cours de laquelle la division, aux normes de la FINRA, aux côtés de la FINRA, a décrit les facteurs par lesquels elles envisageraient de permettre aux opérateurs d'ATS de faciliter le commerce de titres numériques. Dans ce contexte, les titres numériques désignent des titres détenus et échangés via un système de grands livres distribués. La lettre de non-action de vendredi décrivait un processus en 4 étapes par lequel un ATS faciliterait une transaction. Étape 1. L'acheteur et le vendeur doivent avoir leurs commandes respectives à l'ATS. Étape 2. L'ATS correspond aux commandes. Étape 3. ATS informe l'acheteur et le vendeur de l'opération correspondante. Étape 4. L'acheteur et le vendeur règlent la transaction bilatéralement, soit directement l'un avec l'autre, soit en demandant à leurs dépositaires respectifs de régler la transaction en leur nom. Pourtant, plusieurs courtiers négociants cherchent à exploiter un ATS qui négocie des titres d'actifs numériques, ont affirmé que le processus en 4 étapes décrit ci-dessus augmenterait les risques opérationnels et de règlement. Selon la lettre, ils ont plutôt demandé à la SEC si elle pouvait prendre une approche alternative, comme indiqué ci-dessous. Étape 1. L'acheteur et le vendeur envoient leurs ordres respectifs à l'ATS, informent leurs dépositaires respectifs de leurs ordres respectifs soumis à l'ATS et ordonnent leurs dépositaires respectifs de régler les transactions conformément aux conditions de leur ordre lorsque l'ATS en informe les dépositaires d'une correspondance sur l'ATS. Il y a beaucoup d'ATS. Étape 2. L'ATS correspond aux ordres. Étape 3. L'ATS informe l'acheteur et le vendeur et leurs dépositaires respectifs de l'opération correspondante. Et les dépositaires exécutent les instructions conditionnelles. Donc, j'imagine, ça c'est
spéculatif de ma part, mais j'imagine que si on pense à un ledger, on doit certainement avoir une facilité à rapprocher un ledger de crypto à ça. Mais bon, c'est une supposition, j'ai pas cherché. Revenez-moi là-dessus si jamais vous pensez que ça a du sens. Les courtiers qui cherchent à exploiter un ATS affirment que le principal avantage du processus de règlement en 3 étapes est qu'il réduirait le risque opérationnel et de règlement, ajoute la lettre. En fin de compte, la SEC a déclaré qu'elle ne poursuivra pas l'exécution dans cette affaire à condition que le courtier opérateur conserve un capital net minimum de 250 000 $, que les accords entre les courtiers et leurs clients clairement déclarent que l'opérateur de courtage ne garantit pas ou n'a pas la responsabilité de régler les transactions, que des efforts sont déployés pour établir que ces titres sont correctement enregistrés ou exemptés, et que toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables sont respectées. Et j'ai surligné ici. Un jour après la publication de la lettre, le contrôleur Brian Brooks du Bureau américain du contrôleur de la monnaie a salué cette décision en écrivant sur Twitter. Donc, on pourrait supposer ici que même si XRP est une sécurité, ça vient d'enlever des espèces de bâtons dans les roues quand même. Même si je crois que XRP n'est pas une sécurité, que plusieurs ont déjà déclaré, quand même des hauts dirigeants, dont un ex de la SEC, que le XRP n'est pas une sécurité. Ce texte-ci semble démontrer que même si ça serait une sécurité, ça n'arrêtera pas XRP. Mais bon, on continue. Ça ici, le fameux tweet de Brian Brooks. D'ailleurs, j'espère que je le suis, Brian Brooks. Ouais. Chapeau à la SEC. Aujourd'hui, la Security and Exchange Commission a publié une lettre de non-action autorisant les jetons de sécurité cryptographiques à négocier sur des bourses enregistrées. Bonne journée pour la protection des investisseurs dans une classe d'actifs émergents. Je pense que ce paragraphe-là résume un peu tout ce que j'essaie de vous expliquer. Point de vue, l'article de la SEC. Je vais répéter la phrase qui est importante à mes yeux. Aujourd'hui, la Security and Exchange Commission a publié une lettre de non-action autorisant les jetons de sécurité cryptographiques à négocier sur des bourses enregistrées. Excellent. Donc, les tokens peuvent aussi, parce qu'on a ici une affirmation de la SEC qui autorise les jetons de sécurité, les tokens de security token, de se négocier sur des bourses enregistrées. Je pense à Sologenic. Je pense à les actions en bourse, les commodités. Je pense à l'immobilier. Je pense à tout l'argent. Tout. C'est à ça que je pense. C'est excellent comme nouvelle. Et pour ceux qui suivent Sologenic, c'est excellent pour eux aussi. Il reste à voir si le Canada va emboîter le pas. Mais il semblerait qu'avec cette annonce-là, on pourrait quasiment stipuler que les Américains peuvent acheter du Sologenic. Reste à voir si Coinfield va faire le chemin qui manque. Mais je pense que les Coinfield, à voir les nouvelles passées, ils font leur chemin qu'ils peuvent dans ce brouhaha de réglementation. On continue. Donc ici, on a une lettre de la Security Exchange Commission qui date du 25 septembre. Je ne vous la lirai pas au complet. Je vais juste prendre ce petit bout-là. En fait, la lettre dit ATS, Role in Settlement of Digital Asset Security Trade. Donc, le rôle de l'ATS dans le trading des tokens de sécurité. Et ici, il nous parle, j'aurais dû le traduire, ce bout-là. Je vais vous le traduire, voir que ça a l'air. C'est pas super important, mais je vais quand même vous le lire, parce que j'ai une définition pour ça que j'avais
j'ai sorti par la suite. Copy and paste. On veut ça en français. Donc, le petit texte qui est en bas de cette lettre-là ici se lit comme suit. Au fin de cette non-action lettre, un actif numérique qui n'est pas un titre est appelé un actif numérique non sécuritaire. Et l'actif numérique qui est un titre est appelé sécurité d'actifs numériques. Donc, en anglais, c'est Non-Security Digital Asset. Puis pour dire que c'est Not a Security. Et un asset qui est une sécurité, Digital Asset Security. On vient ici. On va donner une petite définition entre les deux. Cela peut être surprenant, mais le premier actif numérique était en fait Bitcoin lors de son lancement en 2009. Désormais, les actifs numériques occupent une place prépondérante dans les discussions de la SEC, du Financial Crime Enforcement Network et d'autres organismes de réglementation. Les actifs numériques sont devenus un élément permanent de la finance. Maison Borda, PDG de Tokensoft, a souligné la distinction entre les deux. Un actif numérique est une représentation numérique d'un élément de valeur dont la propriété est vérifiée et enregistrée sur un registre distribué. Une sécurité numérique, en revanche, est une représentation numérique d'un actif qui se trouve être un titre, souvent un contrat d'investissement, dont la propriété est vérifiée et enregistrée sur les registres distribués. Un titre numérique, soumis aux lois traditionnelles sur les valeurs mobilières, est souvent appelé jeton de sécurité. Par exemple, un titre numérique qui peut être une action d'une société, une partie d'un billet ou d'un titre de créance. Dans certains cas, il pourrait également s'agir d'un intérêt fractionné que certains commentateurs ont décrit comme étant un cas d'utilisation particulièrement approprié pour le concept de jeton de sécurité. Et là, j'arrive ici à cette petite illustration faite par Brad Kimes le 13 mai 2020. Je m'en souviens, il avait fait ça au tableau blanc avec un marqueur. Puis il y a Liquid XRP qui a décidé de le mettre au propre, en d'autres termes. C'est quand même assez cute. C'est bien fait. Donc, au milieu ici, on a le XRP ou stablecoin fait sur le ledger de XRP. Alentour après, on a les CBDC, les Central Bank Digital Currency, qui vont pouvoir faire en sorte qu'on passe du fiat à un fiat numérique, en d'autres termes, qui peut se transiger par le XRP. Hein? Et après ça, tout ce qui est alentour fit avec ce système-là qu'on est en train de voir se développer, qu'on appelle le XRP Ledger, RippleNet et compagnie. Corda R3, tout ça. On voit ici les commandités, on voit la bourse, on voit tout. Supply chain, les trades, supply chain trade. OK? Les securities, les stocks, puis les bons. La bourse, puis la sécurité, l'euro, les stablecoins, le Suisse franc, le USDA, le US dollar, le pétrole, le won coréen, encore une fois, stablecoin, security, OK, UK, Indian rupee, gold, ici, Thai baht et l'argent. OK? Donc, le pool de liquidité qui pourrait être mis au travers de tout ça, c'est l'or, l'argent, le pétrole, puis les différents assets qu'on retrouve en bourse, qu'on trouve en... Encore là, une fois, je suis encore mélangé dans toutes ces définitions-là. Je m'excuse, j'essaie de faire le mieux que je peux. Il y a tellement de choses à comprendre. Un Marcus serait bien apprécié, genre, pour m'expliquer ça un peu plus en détail. L'utilité, le FX Market, Supply Chain, Small, Medium, Enterprise, Cross-Border, Peer-to-Peer, Business-to-Business.
all the freaking money. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on sait sur Ripple, un des partenaires? C'est le DTCC. Et DTCC fit dans tout ça. Tout ce que je viens de vous parler va fonctionner avec DTCC. Donc, qu'est-ce que la DTCC? C'est Société de fiducie de dépôt et de compensation. The Deposit Trust and Clearing Corporation, DTCC, est une société américaine de services financiers post-négociation qui fournit des services de compensation et de règlement au marché financier. Il effectue l'échange de titres pour le compte des acheteurs et des vendeurs et joue le rôle de dépositaire central de titres en assurant la conservation centralisée des titres. Et aussi, on pourrait avoir un polysign exactement là, je pense. DTCC a été créé en 1999 en tant que société de portefeuille pour combiner le Depository Trust Company, DTC, et National Security Clearing Corporation, NSCC. Détenu et dirigé par l'utilisateur, il automatise, centralise, normalise et rationalise le processus sur les marchés financiers. Par l'intermédiaire de ses filiales, DTCC fournit des services de compensation, de règlement et d'information pour les actions, les obligations d'entreprise et municipales, les fonds d'investissement unitaires, les titres adossés à des gouvernements et à des hypothèques, les instruments du marché monétaire, les dérivés gré à gré, et il gère également les transactions entre les fonds communs de placement et assureurs et leurs investissements respectifs. Et là, accrochez-vous votre truc. J'en ai déjà parlé de DTCC. C'est censé être live, me semble, au mois de février, si je ne me trompe pas, ou l'année passée. On n'a rien entendu. Ça a été le calme plat. Donc, DTCC, en 2011, le DTCC a réglé la grande majorité des transactions sur titres aux États-Unis et près de 1,7 quadrillion de dollars. Je répète, 1,7 quadrillion de dollars. Et pas dollars. De valeur dans le monde. Ce qui en fait de loin le processeur de valeur financière la plus élevée au monde. DTCC exploite des installations dans la région métropolitaine de New York et à plusieurs endroits aux États-Unis et en dehors. Donc, c'était pas mal la pièce, je crois, de résistance à toute cette mise en place. Moi, je pense qu'on s'en va vraiment vers des meilleurs jours. Je pense qu'on en a pour encore un an ou deux. Est-ce que ça se place tranquillement? C'est pas vite les marchés. On va peut-être voir des choses commencer à bouger au mois d'octobre. Peut-être. Beaucoup de dates. Je pense beaucoup aussi. Il me semble qu'il y a une révision du SDR, qui est la monnaie, on pourrait dire, du FMI pour les banques centrales. Une révision, je pense que c'est le 14 octobre, du panier de fiat. On a parlé d'une nouvelle point de vue, qui est le Volcker Rule, qui rentrera en fonction le 1er octobre, qui laisse les banques les plus grosses... Il laisse plus de laisse aux banques pour pouvoir aller dans les marchés un peu plus risqués, participer à des startups. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est juste une partie de la nouvelle réglementation qui est apparue. Il y en a plein d'autres partout. C'est très difficile de faire un bon résumé. C'est pour ça que je me suis fié sur un autre résumé, parce que je comprenais au fur et à mesure qu'est-ce qu'il expliquait, même si je ne comprenais pas tout. C'est pour ça que des fois, il faut faire attention à ce que je dis. Je peux faire des erreurs. Mais je pense que vous voyez le gros paysage, le gros portrait. Vous voyez, on s'en va vraiment vers les grandes institutions qui rentrent cette année, l'année prochaine, dans le monde de la cryptographie, avec leur système, la confiance que les gens ont envers ces institutions-là, qui, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui aiment savoir que leurs dollars sont protégés, entre parenthèses, dans leur banque.
Ils sont bien avec ça. C'est correct. Mais ils peuvent, avec l'arrivée de la nouvelle réglementation qui permet aux banques de pouvoir prendre la crypto dans leur compte et de gérer de la crypto au nom des clients, ajouter la Volcker Rule qui va lousser le 1er octobre, qui a déjà loussé l'année passée, c'est ça que je me souvenais. C'est l'année passée, ça serait loussé pour les plus petites banques, en bas de 10 milliards. Mettez tout ensemble, plus la définition, le leak qu'il y a eu sur la définition de stablecoin de la Banque Centrale Européenne. Puis en plus, rajouter à ça le fameux reset que le FMI parle, que le World Economic Forum parle, que le Bank of International Settlement parle. Tout s'en va dans cette direction-là. Est-ce que c'est juste Ripple? Non, je pense que toutes les compagnies vont pouvoir, les sérieuses, celles qui font vraiment une bonne job, qui font vraiment un bon... qui essaient vraiment de créer des bons systèmes, mais ça va les aider encore plus à développer. Mais je crois, par le biais que Ripple, ayant travaillé depuis le début avec toutes ces grandes entités-là, je crois qu'une grande partie de ces réglementations-là, et je crois que vous le croyez aussi, que cette grande partie de réglementation-là a été faite pour eux. Pour eux. Avec tout le système qui a été bâti autour du XRP, tous les problèmes qu'ils règlent. En plus, on ajoute à ça le Flare qui va arriver, qui vraiment va aussi révolutionner tout ce côté-là, les smart contracts. Accrochez votre truc, on fait que commencer, soyez patient, soyez patient. Ne misez pas tout nécessairement dans XRP, c'est ce que je crois, mais je pense que c'est un des meilleurs investissements alentour. Attendez-vous pas nécessairement à faire des millions demain matin. Il y en a d'autres qui font beaucoup mieux de ce temps-ci. Mais ça, l'histoire le dit et se répète. Il y a beaucoup de grandes entreprises quand ils sont partis en bourse. C'était tranquille. Les investisseurs étaient là puis ils lâchaient pas puis c'était tranquille. Il faut juste savoir où est-ce que l'argent s'en va et la suivre. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, quand même d'1 heure. Hein? On se le cache pas. 1 heure de vidéo. Mais j'espère que vous l'avez bien aimé. Je vais vous en revenir avec d'autres nouvelles éventuellement. Soyez patients. C'est très, très occupé pour moi de ce temps-ci, comme je vous dis. Je veux quand même continuer à faire des vidéos. Je pense que l'hiver, je vais être beaucoup plus présent. L'automne s'en vient. Les gros arbres alentour de chez nous vont me mettre des millions de feuilles, fermer le terrain, faire le ménage des autos, changer les pneus d'hiver. Tout ce que quelqu'un a besoin de faire alentour de sa maison, parce que ça prend beaucoup de temps de maison, ben, il va falloir que je m'en occupe aussi. Mais entre-temps, je vous oublie pas. Puis je remercie tous les nouveaux abonnés. Je suis quand même rendu à 619, 620 abonnés. Merci à tous les nouveaux. Malheureusement, il y a un petit problème. Je vois juste Mourad, mais ça fait longtemps. Il y en a eu beaucoup depuis 15 jours qui se sont rajoutés aux subscribers. Mais aussi ceux qui ne sont pas publics, ils apparaîtront pas. C'est seulement les comptes YouTube publics qui apparaissent dans le feed. Mais je pense que le feed a un peu de misère aussi. Streamlabs a de la misère de ce temps-ci. Bon, c'est pas le plus important. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Comme je dis tout le temps, faites attention à vous autres. Mieux faire attention. Que les autres puissent mieux faire attention à vous. Ou aimez-vous bien. Aimez-vous pour que les autres puissent vous aimer. Juste pour que la suite, vous puissiez mieux les aimer de votre côté. En retour. C'est ça important. C'est s'aimer en premier. C'est super important. Protégez-vous en premier. Après, passez aux autres. Parce que quand vous allez vous protéger, vous allez passer aux autres sans même vous en rendre compte. Et puis, je vous laisse. Je vous aime. Ciao!